Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Ma semaine Star Wars. Aujourd'hui, épisode 58. Notre lecture de l'univers légende aujourd'hui va être le roman Alliance fatale. Avant que je commence avec ce que je vous dis normalement en début d'émission, je vais prendre juste 2 petites minutes pour saluer les nouveaux qui se sont joints à l'écoute de ce podcast. Puis je vais rapidement vous dire un peu à quoi consiste le but de l'émission. Je le fais très rarement. C'est mon erreur. Je devrais faire ça plus souvent. Comme ça, au moins, les nouveaux vont savoir un peu à quoi s'attendre avec ce podcast-là. Ben, tout simplement, si vous avez un intérêt pour lire l'entièreté de l'univers Star Wars, là, je vous parle de l'univers légende ici et non canon, ou vous avez tout simplement envie d'écouter quelqu'un qui le parcourt pour vous, ben, je vous invite à m'accompagner dans ma découverte des romans, des nouvelles, des comics et évidemment toute autre œuvre de cet univers. Puis tout ça dans l'ordre chronologique des événements, c'est vraiment simple. On a commencé à l'épisode, je crois, 3 de faire ça. Puis là, on était revenu en arrière vraiment, vraiment loin de tout ce qui existe en littérature de l'univers légende Star Wars. Donc, c'est un peu le but. Présentement, on est encore au tout début. On est, je crois, environ à moins 3600 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le quatrième film de Star Wars. Puis on avance comme ça tranquillement. Donc, c'est un peu ça le but. Je vais essayer de me forcer à le mentionner en début d'émission comme ça pour inciter les nouveaux à écouter l'émission, puis de peut-être aller aussi en arrière, commencer du début pour un peu embarquer dans cette aventure-là. Puis comme je vous dis, je suis pas du tout quelqu'un qui connaît à fond Star Wars. Je m'amuse un peu à le découvrir, puis j'avais le goût de le faire dans cet ordre-là chronologique, de lire l'histoire puis d'avancer comme ça. Donc on découvre ça ensemble. Si ça vous intéresse, ben restez à l'écoute, puis on va y aller comme ça tranquillement, un épisode à la fois. Sinon, ben comme je fais tout le temps, je vais faire un petit retour rapidement sur ce que j'ai fait dernièrement depuis le dernier épisode du podcast, puis ce que j'ai fait au niveau de Star Wars. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé que j'avais recommencé à écouter les séries en live action de Star Wars sur la plateforme de Disney+. Je crois que je vous avais mentionné que j'avais terminé la saison 2 de Mandalorian, puis que j'étais après ça, j'ai commencé la première série, ou pas la première série, mais plutôt la première saison et unique saison de la série, le livre de Boba Fett, The Book of Boba Fett en anglais évidemment. Ben, je vais pas vous mentir, j'ai pas continué présentement mon écoute, je suis comme en pause, j'avais pas vraiment d'intérêt, puis quelle surprise, c'est pendant la saison de Book of Boba Fett. Ça en dit peut-être beaucoup un peu sur mon appréciation de cette série-là. C'est malheureusement pas du tout ma préférée. Mais j'ai l'intention de continuer là, éventuellement là, quand j'aurai plus le goût pour ça. Mais au moins, c'est pas la seule chose que j'ai fait dans l'univers de Star Wars. Évidemment, dans mes autres projets que j'avais le goût de commencer, c'était de me lancer un peu ou plutôt de poursuivre ma découverte de l'univers canon. Là, on parle vraiment ici de l'univers Ère Disney. Puis, j'ai tout simplement décidé de commencer à lire plusieurs choses et écouter aussi plusieurs choses qui sont, cette fois-ci, en ordre plutôt de parution. Puis, j'ai commencé les lectures de divers comics. Vraiment à partir du premier qui a été publié en 2015, suite à l'achat de Disney. Pas l'achat de Disney, mais l'achat de Star Wars par Disney. Puis évidemment, là, je me suis lancé dans la série de Star Wars de 2015. J'ai lu les numéros de 1 à 7 pour le moment. Ensuite, une autre série qui était parue aussi à cette époque-là, c'était la série Darth Vader 2015. Encore là, j'ai lu les 6 premiers numéros. Puis après ça, je me suis lancé dans une mini-série qui se nomme Princesse Leia en 5 numéros. Après ça, j'ai fait une relecture parce que j'ai déjà lu, je pense, c'est ma 3e lecture de cette série-là, puis je l'apprécie quand même bien. C'est la série de comics Kanan en lien avec le personnage Kanan Jarrus dans la série d'animation Le Jeune Blanc. C'est quoi déjà le nom de la série? Oh, ça, c'est un petit peu étrange que j'avais oublié ça. C'est une excellente série pourtant.
En tout cas, pas de Clone Wars, l'autre qui suivait après, puis qui en fait un peu la même chose, qui est en lien avec la série en live action Ahsoka. Mais ça me revient, je vais vous le dire. C'est un petit peu drôle que j'aie oublié ça. C'est quand même une excellente série. Sinon, j'ai aussi lu la mini-série Lando en 5 numéros. Puis ça, ce qui est le fun un peu de ces séries-là, Princesse Leia et Lando, ben, c'était comme 3 mini-séries qu'ils avaient fait à cette époque-là. Encore là, c'était, je pense, en 2015. Puis, on avait un 5 numéros sur la Princesse Leia, un 5 numéros sur Lando, et finalement, un 5 numéros sur, je crois, Chewbacca. Donc, ça risque d'être une lecture que je vais faire très bientôt. Aussi, une autre chose que j'avais le goût de faire, c'était de recommencer à lire du roman, mais cette fois-ci, canon. Puis, comme les comics, partir du tout début de l'ère Disney. Donc, encore là, l'époque de 2015, au moment de l'achat de Star Wars par Disney. Puis, ça coïncide aussi avec l'époque où j'avais recommencé à lire du Star Wars. J'en avais parlé un peu dans l'épisode, je crois, 1 ou 2, là, de toute mon évolution dans la lecture de Star Wars. Puis, je m'étais évidemment acheté à la librairie à cette époque-là le roman Tarkin, que j'ai déjà lu. Mais là, je l'ai lu à peu près dans ces années-là, vers 2015-2016. Puis, j'avais le goût de me relancer dans ce roman-là, que j'ai, encore une fois, pas beaucoup de souvenirs, mais que quand j'entends des personnes parler de ce roman-là, la plupart du monde semble l'avoir beaucoup apprécié. Fait que je me suis dit, je vais me relancer dans ce roman-là pour une relecture, puis vraiment prendre le temps de bien le lire. Puis je vous dis, présentement, j'ai pas encore terminé, j'ai peut-être lu presque le 2/3. Puis je suis vraiment satisfait, c'est très très bon. Donc, bien content d'avoir recommencé à lire ça. Puis là, mon but un peu avec ces romans-là, ça va être comme ma lecture secondaire, si on veut. Prioritairement, je vais continuer à lire tout ce qui concerne l'univers légende pour justement réussir à vous produire de temps en temps un épisode du podcast. Mais à côté de ça, j'ai le goût de lire aussi d'autres romans Star Wars et comics Star Wars, mais de l'univers canon. Puis je me suis dit, gars, je vais partir du début, selon l'ordre de parution, puis je vais avancer comme ça tranquillement dans mes romans. Parce que, faut se le dire, depuis le début que je suis retombé dans Star Wars, j'ai toujours acheté les nouveaux romans, mais présentement, je me concentre beaucoup sur la lecture des romans légendes, donc ma pile à lire de romans canon a grandi énormément. Puis, j'ai le goût de les découvrir aussi, tu sais, aller voir si c'est bon. J'ai lu quand même presque toute la phase 1 de la Haute République. J'ai quand même apprécié cette époque-là. Mais là, je veux parcourir un peu tout ce qui a été fait. C'est pour ça que je vais me relancer ou plutôt, je vais continuer cette lecture-là. Donc, quand même très motivé de faire ça. Puis, encore là, vu que c'est tout simplement une lecture personnelle pour moi, ben, tu sais, je ne vais pas nécessairement tout le temps vous en parler, mais si jamais j'ai des coups de cœur dans mes lectures, je vais peut-être en glisser un mot en début d'émission, juste pour vous partager un peu mon avis. Puis, peut-être aussi les moins bons. Si jamais il y a quelque chose que je découvre puis que j'ai pas du tout apprécié, je vais probablement le mentionner juste pour en discuter avec vous. Puis si jamais vous avez évidemment votre avis aussi en lien avec ça, je serais intéressé à le savoir. Sinon, autre petit sujet. Cette fois-ci, un petit peu moins gagnant. Là, je me rends compte un peu avec cette découverte-là que je suis peut-être pas le public cible ou il faut que je me mette dans un autre état, mais je vous avais mentionné il y a quelques épisodes que je voulais me lancer aussi dans l'écoute des romans audio de Star Wars. Puis, en plus, la façon que je vous le présentais, c'est que je me disais, j'ai le goût d'avoir quelque chose à écouter en travaillant, que j'ai pas besoin de me concentrer, puis que ça joue dans mes oreilles, puis moi, je travaille en même temps. Puis je me suis rendu compte que pour moi, en tout cas, c'est vraiment pas possible de faire ça. J'ai énormément de difficultés à rentrer dans un livre qui m'est lu. Je pars dans ma tête, dans des pensées, j'ai de la misère à me concentrer. Puis là, encore là, si je suis en train de travailler, oubliez ça, je peux pas du tout me concentrer. Donc, j'arrive pas à embarquer dedans. Fait que là, j'ai décidé de l'essayer d'une autre façon. J'ai commencé à le tester comme ça. Puis c'est pas super bon non plus pour moi. Je fais absolument rien, je m'installe. Puis là, je vous dis, je me concentre, puis j'écoute, mettons, un chapitre. Puis j'essaie de rester concentré. C'est sûr que les livres audio que j'écoute sont en anglais. C'est pas du tout ma langue première, mais je comprends bien l'anglais. Mais encore là, mon attention va être d'une dizaine de minutes, puis après ça, je commence à
partir dans ma tête. Donc, c'est pas super bon non plus. Donc, c'est ça. Je suis pas sûr que... Je sais pas qu'est-ce que je fais. J'hésite. Là, pour l'instant, j'ai pris une pause. J'ai terminé le roman de l'univers canon, qui est Master of Evil. C'est un récent qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, puis je me l'ai été procuré, puis je voulais écouter celui-là. Puis je vous le dis, là, le dernier tiers du livre audio, j'ai pas du tout été concentré. J'ai eu de la difficulté. Fait que je sais pas ce que je vais faire pour le moment. C'est encore en réflexion. Mais j'ai tellement de choses que je fais de Star Wars que c'est peut-être pas grave que je me lance pas dans les livres audio non plus. On va voir. Mais c'était un peu un test. Et présentement, c'est un peu un échec pour moi. Selon comment moi je fonctionne, mon cerveau, là, c'est quelque chose que j'ai vraiment de difficulté à me concentrer. Je sais pas de votre côté si vous êtes des grands consommateurs de livres audio, mais pour moi, c'est vraiment difficile. J'ai encore beaucoup plus d'intérêt et de plaisir à lire mon roman vraiment par moi-même et non de me le faire raconter. Donc, c'est un peu ça. Peut-être que j'ai des troubles d'attention. Ça pourrait expliquer un peu ça. Donc, c'est pas mal ça pour ce que j'ai fait dernièrement. On va se lancer maintenant dans notre lecture d'aujourd'hui, qui est le roman de l'univers légende, Alliance fatale. On y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Aujourd'hui, notre roman Alliance fatale par Sean William. La version que j'ai, c'est la version publiée par Fleuve Noir le 23 juin 2011, mais ce roman-là a été publié la première fois le 20 juillet 2010 aux États-Unis. Puis, par la suite, on a eu droit aussi à une republication, une nouvelle publication, cette fois-ci chez Pocket, le 16 avril 2013. Puis, je vous l'avais raconté un peu la dernière fois. Dans mes achats intenses, compulsifs, que je regarde pas tout le temps tout ce que je fais, ben, je me suis rendu compte que je possède une version de chaque publication, une chez Fleuve Noir et une chez Pocket. Puis j'ai déjà lu celle chez Pocket il y a très, très, très longtemps. Encore là, je me rappelle pas du tout à ce moment-là si j'avais beaucoup apprécié. J'ai l'impression pas vraiment. Il me semble que j'en garde pas de souvenirs, puis ça m'avait peut-être pas accroché à cette époque-là où il me manquait beaucoup d'informations en lien avec le jeu The Old Republic. C'est peut-être pour ça. Bref, cette fois-ci, je me suis dit, bon, ben là, j'ai lu celle de Pocket, je vais lire celle de Fleuve Noir, au moins je vais avoir lu les deux livres. Puis c'est ce que j'ai fait pour cette lecture-là cette fois-ci. Évidemment, le roman est dans l'univers légende. Puis la période à laquelle l'histoire se passe, c'est en 3643 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le 4e film de Star Wars, Un Nouvel Espoir. Je vais fonctionner un peu aujourd'hui d'une autre façon pour vous faire un peu le résumé de ce roman-là. Puis, évidemment, avant de commencer, je vais juste peut-être préciser un peu le but de ce roman-là, pourquoi il a été créé. Si je ne me trompe pas, ce roman-là, c'est, je crois, le premier qui a été créé en lien avec le jeu The Old Republic. Puis, le simple but de ce roman-là, c'était de présenter toutes les classes jouables disponibles à ce moment-là du MMORPG, le jeu Star Wars The Old Republic. Donc, évidemment, dans la liste des personnages, parce qu'on a une présentation des personnages au début, on a vraiment un personnage pour chaque classe jouable du jeu. Puis là, ils ont fait une histoire avec ces personnages-là qui se rencontrent pour une raison ou une autre. Puis c'est un peu le but du roman. Fait que, tu sais, ça te permet après ça, si, mettons, tu es un lecteur à cette époque-là, puis tu dis, hey, j'ai vraiment aimé qu'est-ce que le personnage, le type de joueur, pas le type de joueur, mais le type de personnage faisait dans le roman, ben là, ça peut peut-être te donner le goût de jouer ce type de personnage-là dans le jeu The Old Republic. Donc, c'était un peu le but de cette création-là. Donc, le roman commence, évidemment, au début, on va faire le tour de tous les personnages, ils vont nous les présenter un peu, qu'est-ce qui se passe pour commencer. Puis là, on commence avec un des premiers personnages, Jet Nebula, qui est en train de... Jet Nebula, en passant, c'est un capitaine de vaisseau, c'est comme un contrebandier, si on veut, du vaisseau Auriga Fire. Puis là, on voit que dans son vaisseau, il est en train de subir une mutinerie de la part de son second, un Rodian, Shinko. Puis, à l'aide de son droïde Clunker, Jet Nebula, ben, il va réussir à reprendre le contrôle de son vaisseau. Puis,
en même temps, là, il va intercepter un croiseur qui est nommé le Cynthia pour le piller. Mais là, à ce moment-là, on va voir que le vaisseau, il va décider plutôt de complètement se détruire, se faire exploser pour justement que Jet ne puisse pas mettre la main sur le contenu du vaisseau, pas le voler. C'est quand même un peu extrême, là, mais c'est ce qui arrive à ce moment-là. Là, après ça, ils vont nous présenter un autre personnage, Shigar Konshi, c'est un padawan qui, en plus, ce padawan-là a comme maître la super maître qu'on connaît tous, Sateli Shan. Puis là, on va voir que Shigar il est en train il est devant le conseil, puis il va se faire refuser l'accès aux épreuves Jedi. Donc, il va être vraiment déçu. Puis là, sa maître, là, Sateli, va lui dire, gars, va te promener un peu dans Coruscant, là, va réfléchir un peu à tout ça, là, va te calmer parce qu'il est vraiment pas content. Puis, lorsqu'il est en train de se promener justement dans Coruscant, là, il entend des tirs de blaster dans une ruelle sombre. Là, on va se déplacer encore, elle va aller voir un autre personnage, Laren Moxla, qui entend, elle aussi, un combat dans un bâtiment. C'est un bâtiment qui appartient au Soleil Noir. Puis là, à l'intérieur de ce bâtiment-là, il y a le Mandalorien Daos Striver qui ressort de là. Il est vivant, mais on voit qu'il y a eu de l'action. Puis là, à ce moment-là, Laren Moxla, elle va tenter de l'interroger. Puis Dao, lui, va plutôt l'attaquer. Mais comme tantôt, le Padawan Shigar avait entendu ces bruits-là, c'est là un peu qu'ils vont se croiser. À ce moment-là, Shigar va s'interposer pour défendre Laren de Daos Striver. Puis évidemment, là, Laren Moxla, en même temps, après ce moment-là, quand il va avoir réglé un peu la bataille, Laren va remarquer que Shigar, le Padawan, il semble avoir les mêmes tatouages qu'elle au visage. Puis là, c'est là qu'on apprend que ces deux personnages-là, Laren Moxla et le Padawan Shigar Konshi, sont de la même espèce. On appelle cette espèce-là les Kiffars. Puis là, si je me rappelle bien, les Kiffars, ce qui est quand même spécial, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez déjà entendu parler d'un personnage quand même très connu de l'univers Légende de Star Wars, qui a fait aussi un peu son retour mentionné dans l'univers canon. Puis là, je parle ici du maître Jedi, Quillan Vos, un personnage adoré de beaucoup, dont moi, j'ai vraiment aimé, on va le voir dans le futur, là, dans quelques années, quand on sera rendu là, il y a une série de comics en lien avec ce personnage-là qui est vraiment très, très, très bonne. Bref, ces deux personnages-là, Laren et Shigar, sont de la même espèce que Quillan Vos. Puis, une façon qu'on peut les remarquer assez spéciale, ils ont des espèces de tatouages sur le visage. Puis, Quillan Vos a ces tatouages-là aussi, là. Donc, c'est un peu une façon de s'en rappeler. Donc, autrement dit, tout ça pour dire que c'est des personnages de cette même race-là. Ensuite, Daos Striver, là, s'enfuit. Puis, Shigar et Laren trouvent un membre mourant du Soleil Noir dans la bâtisse qui a été saccagée. Puis là, ils vont apprendre quelque chose juste avant que ce personnage-là du Soleil Noir meure. Il va apprendre le nom de ceux qui étaient venus, le Mandalorien, parce que moi, je vous l'ai dit, mais eux ne le savaient pas encore, donc ils apprennent évidemment que le Mandalorien se nomme Daos Striver. Puis, ils vont aussi entendre le mot Cynthia et le nom Lema Xandret. Puis là, à ce moment-là, Shigar va décider d'aller informer Sateli Shan de ce qu'ils ont découvert. Là, on va aller voir encore là d'autres personnages, parce que, comme je vous dis, on fait le tour de tous les personnages jouables du jeu. On va voir Eldon Axe, qui arrive sur Dromund Kaas pour faire son rapport à Darth Kratis. Eldon lui révèle avoir été vaincu et interrogé par Daos Striver. Fait que là, on voit que Daos Striver, il est allé autant jouer un peu dans la République, puis là, il est rendu dans l'Empire en train de faire Il a interrogé aussi cette personne-là. Puis là, on apprend qu'il lui a demandé ce qu'elle savait sur, là, on entend encore le nom, Lema Xandret et le Cynthia. Puis là, Darth Kratis, alarmé, exige que Eldon le suive immédiatement. Puis à ce moment-là, Darth Kratis va expliquer à Eldon que Lema Xandret est en fait sa mère et que le Cynthia, c'est le nom que Eldon avait à sa naissance. Et aussi, en même temps, c'est le nom que sa mère a donné à son vaisseau. Donc, le Cynthia, c'est le vaisseau de sa mère. Eldon Axe
avait comme un peu une barrière mentale qui l'empêchait de se souvenir de tout ça. Puis là, Dark Kratis va comme retirer cette barrière-là pour qu'elle puisse retrouver ses souvenirs. Puis là, on va apprendre par la suite que les Hoth ont offert à la République et à l'Empire des informations sur un objet mystérieux trouvé à bord du Cynthia. Puis, fait que là, finalement, après l'explosion du vaisseau, il est resté quelque chose. Puis les Hoth ont réussi à mettre la main sur ça. Là, on va revenir à Satalichan qui est en train de transmettre au commandant suprême Stantors de la République les découvertes de Shigar Konshi. Stantors demande à ce moment-là à Ulavi d'enquêter. Puis là, Ulavi, c'est un autre personnage important qu'on va suivre, donc ça veut dire une nouvelle classe. Puis lui, Ulavi, c'est l'équivalent d'un agent impérial pour la classe à jouer. Puis je ne l'avais peut-être pas mentionné, mais Larin Moxla, elle, c'est une ancienne soldate de la République, donc c'est pour un peu montrer la classe des soldats de la République. Donc, bien que espion impérial, là on revient à Ulavi, là, mais bien qu'espion impérial, Ulavi obéit, puis parce que lui, un peu son rôle, c'est qu'il avait réussi à infiltrer la République, puis il était rendu tellement haut qu'il était directement en lien avec le commandant suprême Stantors de la République. Donc, une place super importante. Puis là, ben, il se fait confier un travail par lui d'aller découvrir un peu cette information-là. Fait que là, lui aurait préféré rester aux côtés du commandant suprême et il décide d'obéir puis de faire ce qu'il va dire. Là, il découvre qu'une nouvelle planète potentiellement riche a été trouvée et que les Hoth organisent une enchère pour vendre la localisation de cette planète-là. Donc, il en informe Stantors. Puis, l'Empire et la ministre impériale Chilis Kamar nourrissent secrètement l'espoir d'un empire plus libre. Fait que ça, j'avais comme noté cette information-là, c'est un peu drôlement dit, mais Ulavi, qui est justement un espion impérial, ben, il est en contact aussi avec la ministre impériale, puis tous les deux, autant Ula que la ministre, ben, ils ont comme ils espèrent que l'Empire soit plus libre, donc ils veulent pas nécessairement que les Jedi ou que les Sith prennent le contrôle, mais ils veulent plus que l'Empire devienne puissant, mais tu sais, en réussissant à mettre le peuple quand même important dans cette échelle. Fait qu'ils sont un peu, oui, ils sont pour l'Empire, mais ils priorisent quand même le peuple plutôt que les chefs de l'Empire. De l'autre côté, Satalichan ordonne à Shigar de se rendre incognito sur Utah pour enquêter. Puis, évidemment, à ce moment-là, la reine Moxla décide de l'accompagner. Dark Kratis obtient du Conseil Noir l'autorisation d'envoyer Elden Axe infiltrer la cour de Tassa Baresh, qui est la Hoth en question qui organise l'enchère, pour voler les informations et annexer la colonie découverte sur la nouvelle planète. Le commandant suprême Stantors envoie de son côté Ulavi sur Utah avec une escorte. Puis là, Ulavi il envoie un dernier message à l'Empire indiquant qu'il va être incapable de communiquer pendant un certain moment avec eux. Donc ça, c'était la présentation de tous nos personnages puis la situation initiale du roman. Puis là, on va se diriger vers comme le premier gros événement du roman, qui est l'encamp au palais de la Hoth Tassa Baresh. Donc, Shigar Konshi et Larin Moxla vont arriver sur Utah, puis ils vont pénétrer dans le palais de Tassa Baresh grâce à un pot de vin qu'ils vont donner à la personne qui s'occupe de l'entrée de cette place-là. Fait qu'ils n'ont même pas été invités, mais ils réussissent à rentrer quand même dans l'établissement. De l'autre côté, la délégation impériale va arriver aussi avec Elden Axe, Dark Kratis et l'émissaire Nirvin guidé. Et l'émissaire Nirvin. Puis ils vont être guidés par la Twi'lek Yema. Puis ils vont découvrir finalement qu'aux enchères, il y a un calculateur de navigation du vaisseau le Cynthia qui contient les coordonnées d'une planète riche ainsi qu'un objet en métal rare. Puis là, Elden Axe, il va décider de s'éclipser subtilement pour aller explorer ça un peu plus. De l'autre côté, Ulavi arrive aussi sur la planète, puis Jet Nebula ils vont se parler ensemble, puis il va lui donner sa version de la destruction du Cynthia. Fait que, il va comme expliquer un peu, lui, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, parce que c'était lui au début qui avait intercepté le Cynthia, mais que finalement, le Cynthia s'était fait exploser. Puis là, on apprend un peu qu'il avait vu
une partie du vaisseau qui était restée intacte, puis ils ont réussi à récupérer un peu qu'est-ce qui va se retrouver aux enchères. Soudain, il va y avoir le Mandalorien Dao Striver qui va surgir du plafond, puis qui va enlever Ulavi et Jet Nebula. Puis là, on va revenir à Shigar Kunshi et la reine Moxla qui tentent de retrouver justement Ulavi. Puis là, ils vont trouver plutôt Yema et un sergent, le sergent Potanin, qui sont assommés. Puis là, réveillé grâce à la force, Potanin va apprendre à Shigar que Ula et Jet ont rencontré un Mandalorien. À ce moment-là, Shigar va foncer vers le coffre-fort pendant que Larrain et Potanin cherchent les disparus. Elden Axe va poser des explosifs pour créer une diversion puis se rendre au coffre, mais elle va constater que la sécurité a déjà désactivé, ou plutôt que la sécurité est déjà désactivée puis qu'il y a un Jedi qui est présentement dans le coffre. Puis là, elle va se cacher dans l'antichambre pour le surprendre. Dao Striver il va interroger Ula et Jet sur le contenu du coffre. Puis en même temps, de l'autre côté, Larrain et le sergent Potanin retrouvent le droïde de Jet Nebula qui les mène vers son maître. Larrain va retrouver Ula et Jet, tandis que Dao Striver, lui, va réussir à ce moment-là à s'échapper par le plafond grâce à son jetpack. Puis Ulavi va révéler qu'il pense que Dao Striver cherche la destination du Syndia, pas son origine. Donc, Dao Striver lui semble avoir plutôt un objectif très clair pour lui. Là, si on revient dans l'antichambre, on a Elden Axe qui attaque Shigar Kunshi. Elle voulait le prendre par surprise. Puis là, leur duel, à ce moment-là, est interrompu par une explosion provoquée par Dao Striver. Puis là, piégeant, cette explosion-là va piéger Elden Axe entre le Jedi et le Mandalorien. La reine Moxla, Ulavi et le Twi'lek Yema se dirigent vers le coffre. Puis là, à l'intérieur, ils entendent le combat entre Shigar, Elden et Dao. Puis là, il y a une autre explosion qui survient et une voix inconnue déclare « Nous ne reconnaissons pas votre autorité ». Puis là, on voit au même moment 3 créatures inconnues qui sortent du coffre-fort, d'un genre de coffre brisé. Puis ce sont en fait des droïdes puis on va se rendre compte que ces droïdes-là, rapidement, ils vont comme leur donner un nom, ils vont l'appeler les X. Puis là, ces droïdes-là vont commencer à les attaquer. Là, Shigar Kunshi, Elden Axe et Dao Striver, ils n'ont comme pas le choix, puis pendant un certain temps, ils vont devoir s'allier pour justement combattre ces droïdes-là. Larrain attaque les X avec les armes données par le Twi'lek Yema. Le sergent Potanin, à ce moment-là, malheureusement, va être tué, mais tu sais, c'est un personnage secondaire, fait que c'est pas grave. C'est une blague. Les X fusionnent, parce qu'on voit que les X se font tirer dessus, dans le combat, il y a des morceaux qui brisent, mais ils sont capables de se fusionner ensemble pour devenir encore plus puissants, fait que ça a l'air quand même assez terrifiant comme droïde. Dao Striver observe les X avec beaucoup d'intérêt, fait que tu vois, encore une fois, il est plus dans l'observation que l'action. Il a l'air vraiment très intéressé par ce qu'il voit de ces créatures-là. Autrement dit, on voit très bien à ce moment-là que lui en connaît pas mal plus sur ces fameux droïdes-là, puis un peu qu'est-ce qui se passe avec le Syndia. Là, le Twi'lek Yema utilise un canon, mais les tirs sont déviés par les X. Dao Striver détruit le canon et tue Yema. Évidemment, quand il décide de s'en mêler, il décide de tirer sur le Twi'lek au lieu des droïdes. C'est très louche. Shigar Kunshi sauve Ulavi et Jet Nebula d'un effondrement. Puis, profitant du chaos, à ce moment-là, Jet Nebula et Ulavi entrent dans le coffre-fort. Fait que sans que les autres le voient, les deux, ils rentrent dans le coffre-fort. Shigar Kunshi et Dao Striver détruisent les derniers X partiellement fonctionnels. La reine Moxla découvre l'objet métallique. En fait, cet objet-là qui est dans le coffre, c'est comme une usine miniature de droïdes X. Puis là, on voit qu'il y a un X incomplet qui se met à l'attaquer. Puis évidemment, on va le détruire parce qu'il était incomplet, donc beaucoup moins puissant. Fait que c'est quand même étrange. Il faut s'imaginer, c'est un genre de boîte. Là, j'ai aucune idée de la grosseur. Là, ils le disent pas vraiment dedans, mais c'est une boîte, puis c'est une usine miniature. Fait que la boîte est capable tout seul de construire des droïdes. Donc, c'est quand même spécial. Là, Elden Axe, on n'oublie pas, là, c'est la Sith, la petite Sith, surgit et tranche la main de la reine Moxla. Elden Axe exige le calculateur de navigation parce que ça, c'est l'autre objet. Dans le coffre-fort, tu as le calculateur qui devrait te donner
l'endroit de la planète qui avait toutes les richesses, puis aussi l'usine de droïdes. Ulavi accepte de lui donner le calculateur si finalement elle épargne Larrain Moxla. Mais Daos Driver, le Mandalorien, vole le calculateur et s'enfuit. Puis là, Elden Axe et Shigar, ils décident de le poursuivre pour essayer de l'arrêter avant que celui-là se sauve. Ula et Jet Nebula fuient vers la navette impériale. Ulavi veut finalement prendre tout de suite l'opportunité de révéler sa véritable identité à l'Empire pour retrouver le calculateur avec Elden Axe et être récompensé parce qu'évidemment, Ula, son but, c'est de monter les échelons aussi dans l'Empire. Fait qu'il voit là une opportunité de pouvoir faire ça. Là, évidemment, on va voir que Elden Axe, mais elle échoue à rattraper Daos Driver. Puis, fait qu'elle décide, vu qu'elle n'a pas elle n'a pas le calculateur de navigation pour savoir où est la planète, elle décide d'emporter avec elle un des droïdes X qui a été détruit en espérant trouver à l'intérieur de sa mémoire les coordonnées de la planète. Puis là, finalement, juste pour ralentir la République, elle décide de détruire le vaisseau de l'émissaire républicain. De son côté, Shigar Konshi se retrouve sur le vaisseau de Daos Driver, mais on voit qu'il y a un système de sécurité qui l'expulse en dehors. Puis là, lui... Shigar, à ce moment-là, il est capturé par les forces Hoth. Puis il va réussir à négocier avec Tassa Baresh qu'elle accepte de lui fournir un vaisseau pour poursuivre Daos Driver. Parce qu'évidemment, elle est en train de tout perdre. Là. Elle s'est fait voler. Elle n'a pas réussi à faire les encans l'enchère. Donc, finalement, elle accepte que le Padawan, d'une façon ou d'une autre, retrouve Daos Driver pour récupérer tout ça. Là, Larrain Moxla, elle, de son côté, est libérée parce que, vu que Shigar a eu une entente avec Tassa Baresh, elle décide de libérer Larrain. Mais Jet Nebula doit rester absolument servir la Hoth parce que c'était lui qui avait amené toutes les choses qu'il a trouvées sur le vaisseau à Tassa Baresh, puis après ça, elle avait fait un enchère avec ça. Donc, il y a comme un lien directement avec la Hoth, puis elle décide il faut qu'il reste avec elle. Mais finalement, Ula, Shigar, Larrain et Jet Nebula quittent Utah à bord du vaisseau de Jet Nebula. Fait que, rapidement, là, c'est sûr, moi, je vous ai fait un raccourci directement là, mais il se passe certaines choses qui fait qu'au final, la Hoth décide de dire à Jet de partir avec eux pour retrouver le Mandalorien. Donc, c'est pour ça qu'ils vont prendre le vaisseau de Jet Nebula. Ensuite, Shigar, le Padawan, contacte sa maître Satellation pour... apprendre à maîtriser un peu la force afin de localiser la planète associée au X. Parce que Shigar est capable, avec un certain don, en touchant, si on veut, des pièces, du matériel, des choses, de voir un peu le passé de cet objet-là. Fait qu'il veut demander à Satellation qu'elle lui explique un peu comment réussir à utiliser son pouvoir parce qu'il y a beaucoup de difficultés et il n'a pas trop confiance en lui. C'est un Padawan, après tout, là, il y a encore beaucoup à apprendre. Donc, c'est pour ça qu'il est à contact pour qu'elle l'aide. Puis pendant ce temps-là, Ula aide Larrain avec sa main amputée. Évidemment, s'était fait amputer la main par Elden Axe, fait que lui, il va l'aider. Puis on apprend un peu que Ula, je pense qu'il la trouve un peu de son goût, Larrain Moxla, donc c'est pour ça qu'il l'aide. Elden Axe remet le droïde détruit X à une spécialiste. Puis Darth Kratis la menace, mais la laisse en vie. Elle doit trouver la planète parce qu'autrement, elle vient faire son rapport, si on veut, à Darth Kratis, puis de son échec parce qu'elle n'a pas réussi ce qu'elle était partie faire sur Utah. Donc lui, il dit tu vas retrouver la planète, sinon évidemment, ça va être la fin pour toi, puis tu vas mourir, tu vas être détruite, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu comme une dernière chance. Tu vas aller retrouver qu'est-ce que tu as perdu. Larrain Moxla encourage Shigar Konshi à utiliser ses pouvoirs avec le fragment d'Ex. Puis évidemment, il va réussir. Fait que, on voit qu'elle essaye un peu de se faire comprendre qu'il est capable, qu'il peut réussir. Puis finalement, il réussit à utiliser son pouvoir de la force pour retrouver l'emplacement de la planète. Puis là, on revient à Elden Axe finalement. Puis qui, elle aussi, de son côté, a réussi à obtenir les coordonnées qui étaient stockées dans la mémoire du droïde grâce à la spécialiste. Fait que là, finalement, tous nos personnages sont en route vers la nouvelle planète, la planète Sebadon. Puis là, c'est là qu'on va se diriger pour la suite du récit.
La reine Moxla, Shigar Konshi et Ulavi, ainsi que Jet Nebula, arrivent près de Sebadon, en orbite autour d'un trou noir. Parce que c'est un peu spécial dans ce secteur-là. Tu as la planète qui est super proche d'un trou noir. Puis, tu sais, là-bas, toutes les communications, il y a beaucoup de choses qui sont perturbées par ce trou noir-là. Donc, déjà là, c'est un territoire hostile juste à cause de où ce qui est situé. Il va y avoir une flotte républicaine menée par Satellichan qui va arriver aussi. Puis, à ce moment-là, Satellichan tente de parler à Lemak Zandret, qui est la mère de la Sith qu'on a vu plus tôt. Puis, elle essaie de la communiquer. Là, je ne me rappelle plus si c'était peut-être par la force, mais peu importe, elle essaie de communiquer avec elle. Puis, la seule chose qu'elle entend, qu'elle reçoit comme réponse, c'est « Nous ne reconnaissons pas votre autorité », qui est exactement ce qu'on avait entendu tantôt quand les Hex étaient sortis de l'usine miniature. Là, au même moment, il y a des missiles qui proviennent de Sebadon qui les attaquent, puis ces missiles-là contiennent des Hex qui commencent à envahir les vaisseaux. Le vaisseau, le Corellia, est infesté complètement. Puis là, à ce moment-là, des capsules de sauvetage sont déployées, puis l'Empire arrive aussi à ce moment-là. La flotte impériale de Elden Axe subit également une attaque. Puis là, Elden Axe entend la voix robotisée de Lemak Zandret. Fait qu'on comprend que c'est pas... La voix qu'ils entendent, finalement, ça serait pas Lemak Zandret, mais peut-être la voix d'un droïde ou quelque chose comme ça. Shigar Konshi secourt les capsules de secours. Puis, il ressent l'appel de Satellichan dans la force. Puis là, il va aller la récupérer dans un débris du Corellia. Puis là, ce qui est quand même cool de cette scène-là, c'est qu'on va voir que Shigar Konshi va propulser grâce à la force Satellichan. Il va comme faire un force push pour qu'elle se déplace parce que là, elle est dans le vide de l'espace. Puis elle, pendant ce temps-là, elle a comme créé une bulle de force alentour d'elle pour se protéger justement de l'espace. Puis là, lui, avec le force push, il va réussir à la diriger vers lui pour la secourir. Puis ça me rappelait un peu le moment dans les derniers films de Disney. Un moment qui est un peu, je sais pas si ça a choqué du monde ou du moins surpris du monde de ce que la force pouvait faire dans cette histoire-là. Je pense que c'était dans le deuxième film, où ce que la princesse Léa, qui on le sait maintenant, je dis le deuxième film, mais c'est le deuxième film de l'ère Disney. Là. Quand les vaisseaux de la République sont en fuite puis qu'ils sont pourchassés par un vaisseau de l'Empire, puis que là, le vaisseau se fait détruire, puis que la princesse Léa se retrouve comme dans le vide de l'espace, on voit qu'elle est comme inconsciente, puis que là, tranquillement, elle revient vers le vaisseau. Elle s'est comme créé une bulle alentour d'elle de force qui la coupe un peu de l'espace pour lui permettre de survivre le temps qu'elle revienne à l'intérieur. Beaucoup de monde, à ce moment-là, de ce que je me rappelle, avait fait, voyons donc, c'est un peu exagéré qu'elle est capable d'être dans l'espace, nanana, mais là, on est dans un roman de l'univers légende qui date de, je crois, 2010, puis on a exactement un peu la même genre de scène, là. On a un personnage qui a la force, qui est capable de s'isoler grâce à une bulle de force dans l'espace. Fait que, tu sais, si on ramène ça à ça, c'était pas trop tiré par les cheveux comme possibilité de la force. On l'a déjà vu dans le passé, donc je trouvais ça un petit peu un lien à faire avec ça. Je me disais, tu sais, ce pouvoir-là de la force, ça existe. Là. On le voit, là. Il y en a un ici, ça existe dans l'univers Star Wars, même légende, donc c'était pas fou que Disney utilise ça. Je voulais juste le mentionner. Je sais pas ce que vous en pensez. Là. Je suis vraiment curieux de savoir si c'était quelque chose qui vous avait choqué à l'époque quand Disney avait fait cette chose-là, mais on l'a dans ce roman-là, puis c'était bien avant ça, donc quand même intéressant. Ensuite, sur une lune, on voit que Daos Traver, Satellichan, Shigar Konshi, Elden Axe, Ulavi, Jet Nebula, la reine Moxla et Darth Kratis se retrouvent. Puis évidemment, à ce moment-là, Daos Traver va proposer de faire une alliance temporaire pour vaincre les Hex. Parce que là, on comprend, les Hex, finalement, c'est peut-être une menace très, 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 très importante et puissante qui fait peur à tout le monde, finalement, autant l'Empire que la République. Puis là, ils ont l'impression qu'ils n'ont peut-être pas le choix de s'allier, du moins pour ce moment-là, même si, présentement, dans la galaxie, il y a un conflit, qu'on est comme en espèce de guerre froide entre l'Empire et la République, parce que présentement, il y a comme une trêve, là, suite au traité de Coruscant, donc... Mais quand même, la tension est très forte. Puis là, ils décident de s'allier pour du moins vaincre cette menace-là qui est super importante. Puis pourquoi qu'ils doivent s'allier, c'est que présentement,
La République et l'Empire n'ont pas de moyens d'envoyer des secours. Ils sont pris ailleurs. Puis là, il faut qu'eux autres qui sont présentement là, autant les personnes que je vous ai mentionnées, ben c'est les seuls qui peuvent faire quelque chose pour empêcher cette attaque-là imminente, si on veut. Donc, c'est pour ça que Dao Straver propose une alliance temporaire pour vaincre les Hex. Ulavi va négocier avec Dark Kratis, puis là, il prétend vouloir trahir la République pour l'aider à tuer Satellishan après la mission. Fait que, il dit, je suis avec vous autres, je suis un esprit impérial, fait on va faire ça, puis après, je vais vous aider à tuer Satellishan. C'est un peu ce qu'il leur dit. En échange, Dark Kratis promet d'épargner la reine Moxla. Fait qu'on voit encore le lien entre Ula et la reine, il est quand même fort. Parce que lui, dans la négociation avec Dark Kratis, il lui fait promettre d'épargner la reine si jamais lui, il tient sa parole. Donc, c'est un peu ça. Là, les groupes à ce moment-là vont se diviser parce que Dark Kratis va exiger être avec Shigar, le Padawan, tandis que Elden Axe va accompagner Satellishan. Fait qu'on voit que les deux maîtres, autant Maître Sith que Maître Jedi, vont échanger leur Padawan pour cette mission-là. Comme ça, ils vont s'assurer qu'ils vont avoir comme un œil, si on veut, sur des personnes un Jedi va avoir un œil sur le Sith, puis vice-versa. Là, à ce moment-là, ça va commencer l'assaut sur la planète Sebadon. On va voir la reine Moxla et son groupe qui vont sauter en chute libre pour atteindre une usine. C'est quand même... toute la description de cette scène-là est quand même très bien. Puis en plus, si je ne me trompe pas, la reine elle risque très, très, très proche de mourir dans cette chute-là. Mais elle va comme être sauvée à la dernière minute. Donc, c'est quand même une scène intéressante. Shigar Kunshi et Dark Kratis vont affronter les Hex dans leur transport qui les amène sur la planète. Puis là, Dark Kratis tente évidemment de séduire le Padawan Shigar au côté obscur. Évidemment, ça ne fonctionnera pas. Elden Axe et Satellishan cherchent le centre de coordination. Puis là, ils vont comme éviter la lave et les vagues de magma parce que c'est vraiment sur la planète, il se passe plein de choses. Là, la planète est très, très, très active côté vagues puis tout ça, de lave, de magma. C'est intense. De leur côté, Jet Nebula et Ulavi déplacent leur vaisseau parce qu'eux sont restés à bord du vaisseau de Jet parce que Ula, c'est lui qui est en charge, si on veut, de toute la coordination. C'est comme lui qui est à la tête de tout ce plan-là, puis il reste dans le vaisseau pour coordonner tout ça. Là, ils vont devoir déplacer leur vaisseau, puis à ce moment-là, ils vont voir Dao Straver qui est poursuivi par une créature géante. De l'autre côté, la reine Moxla détruit une tour, puis tombe dans un gigantesque gouffre libérant un monstre colossal. J'imagine que c'est le monstre qui est en train de poursuivre en plus de Jet Nebula. Quand même intense. Shigar Kunshi et Dark Kratis se battent après que Dark Kratis suggère qu'ils sont désormais maîtres et apprentis potentiels. Fait que, évidemment, là, lui, Shigar, il n'en est pas question. Fait qu'ils vont commencer à faire un duel, les deux ensemble. Évidemment, Dark Kratis, qui est vraiment plus fort que le Padawan, va dominer complètement. Puis à ce moment-là, il va y avoir une créature géante qui va émerger d'un lac de lave. Puis là, Shigar Kunshi entend de nouveau Satellishan. Puis là, il réalise que finalement, elle est vivante. Mais il se demande s'il a glissé vers le côté obscur. On voit qu'il est très troublé après ce moment-là parce qu'il était convaincu, parce qu'il avait comme perdu un peu le contact avec sa maître, puis il était certain qu'elle était morte. Mais finalement, elle est là. Mais en même temps, il s'en veut beaucoup d'avoir succombé à la colère pour combattre Dark Kratis. Donc, il est un petit peu perturbé à ce moment-là. Elden Axe et Satellishan tombent à leur tour dans la lave, qui est en réalité, c'est pas de la vraie lave. C'est comme une illusion, si on veut. C'est un liquide de la même couleur, mais c'est pas ça. Puis là, ils tombent sur un toit d'un vaisseau qui est submergé. Puis à l'intérieur, Elden Axe va découvrir une cuve contenant un clone, son propre clone, connecté à un genre de liquide rouge qui est utilisé par les Hex et qui communique aussi avec l'esprit de Lemma Xandret, sa mère. Fait que c'est vraiment très étrange. Dans la cuve, il y a un clone de elle. Donc, sa mère avait comme créé un clone à son image de sa fille, puis ça l'a dégénéré, si on veut. Puis même que sa mère est plus là, elle a été... C'est comme si sa conscience est rendue dans le liquide ou dans la cuve. Ça, je n'ai pas trop compris à ce moment-là, mais
Tout ça pour dire que la conscience de la mère est là. Est-ce que c'est une conscience genre de droïde? As-tu juste transféré sa conscience peut-être? Mais elle essaie de tout le temps parler avec sa fille, ou plutôt le clone de sa fille, pour la convaincre de ne pas faire confiance aux autres, tout ça. C'est quand même intense. Là, Jet, Nebula et Ulavi, ils vont voir la station spatiale centrale décoller de la planète pour rejoindre le vaisseau de coordination. Puis là, grâce au transpondeur placé par Laren Moxla, Jet Nebula va réussir à pirater les flottes républicaines et impériales. Puis il va utiliser les deux vaisseaux pour tirer tous les missiles qu'ils ont, en tout cas du vaisseau Paramount, sur la station en question pour la détruire. Parce que là, les deux vaisseaux voulaient pas attaquer, fait que finalement, il a décidé de pirater puis de lui-même le faire pour lancer une attaque. Puis là, la reine qui est sur le vaisseau parce qu'elle vient de placer des transpondeurs, ben, elle voit qu'elle est comme impuissante puis que tous les tirs du vaisseau s'en viennent vers elle. Fait qu'elle est comme condamnée. Évidemment, les tirs sont mystérieusement déviés par une force inconnue. Puis là, la station ben, reste intacte et la reine Moxla aussi. Finalement, le clone d'Elden Axe est contrôlé par les Max Andret. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. Là. Le clone veut connaître la vraie Elden Axe et demande un échantillon de sang avant de mourir parce que ce qui s'est passé, l'esprit de la mère elle voulait comme empêcher le clone d'échanger son avec Eldon, tout ça. Puis finalement, lorsque, mettons, les Max Andret réalisent que le clone est en train de faire confiance aux intrus, ben, elle commence comme à étrangler le clone dans la... C'est un peu spécial. Les Max Andret commencent comme à étrangler le clone, j'imagine, avec le liquide, comme ça l'étouffait. Puis là, ben, Elden Axe va briser la cuve pour sauver le clone, mais malheureusement, le clone va mourir. Puis juste avant de mourir, le clone va demander de prendre un échantillon du sang d'Elden Axe pour quelque chose. Les Hex cessent immédiatement leur attaque. Elden Axe et Satellishan émergent du vaisseau avec le contrôle des Hex parce que maintenant, Elden Axe, vu qu'elle a donné un échantillon, il y avait quelque chose dans son sang qui montrait qu'elle était comme un peu le clone finalement. Fait que les Hex sont sous l'emprise d'Elden Axe. Puis Elden Axe qui est en... Tu vois qu'elle aussi est un peu troublée, j'imagine, elle ne sait plus trop envers l'Empire, les sites, tout ça est très, très mélangé. Puis là, elle va décider d'utiliser ces nouveaux pouvoirs qu'elle contrôle les Hex pour tuer Dark Kratis, puis se libérer de lui. Puis ensuite, ben, Elden Axe va détruire toute la technologie Hex et quitter finalement la planète. Shigar, Laren et Satellishan quittent Sebadon. Ulavi, quant à lui, ben, il a été expulsé dans une capsule de secours par Jet Nebula, parce qu'on se rappelle, ils étaient tous les deux dans le vaisseau. Puis là, Jet l'a expulsé dans une capsule de secours, puis lui, Jet, il s'est enfui avec ça. Il s'est volatilisé avec son vaisseau, de son côté. De retour sur Coruscant, le commandant suprême propose à la reine Moxla de diriger une équipe des forces spéciales. Petite information, la reine, c'est une ancienne soldate de la République. Je n'irai pas dans le détail, mais il est arrivé quelque chose, elle a été comme... expulsé, si on veut, de l'armée. Puis là, ben, finalement, avec tout ce qui vient de se passer, le commandant suprême décide de lui redonner un rôle, puis encore là, un rôle super important, de diriger une équipe des forces spéciales. Elle va accepter. Puis là, par la suite, elle va s'entretenir avec Ulavi. Puis on va voir qu'elle va laisser entendre qu'ils vont se revoir éventuellement. Puis aussi, par la suite, elle va aller remercier Shigar Konshi pour son aide. Fait qu'il y a quand même, elle, de son côté, aussi un genre de... On le voit au long du roman, là, qu'il y a comme une petite tension entre elle et Shigar, là, une tension, je sais pas si c'est un peu romantique ou peu importe, là, mais il y avait quelque chose aussi. De son côté, Ulavi fait son rapport à l'Empire, puis là, il leur confirme que ni la République ni l'Empire ont pu obtenir les ressources de Sebadon, qui a été détruite par le Trou Noir. Ça, par contre, je pense que c'est pas vrai, là, je pense qu'il fait juste dire ça de même pour pas que l'Empire tente d'y retourner, mais peu importe. Son contact lui ordonne de regagner son ancien poste aux côtés du commandant suprême. Donc, c'est sûr qu'eux autres, ils veulent qu'ils reviennent. Puis là, finalement, à la fin, on voit qu'Ulavi, ben, il songe à l'avenir. Là. Il réfléchit, puis évidemment, il pense beaucoup à Laren Moxla. Fait qu'on voit qu'il est en réflexion sur la suite pour lui. Le Padawan Shigar Konshi informe le Haut Conseil Jedi
de tout ce qui s'est passé là-bas. Puis il affirme que la République devrait frapper l'Empire avant qu'il soit trop tard puis que ce soit l'Empire qui les attaque. Mais là, on voit que Sateli Shan, en bonne maître Jedi, lui rappelle qu'un Jedi ne doit pas devenir comme un ennemi, de ne pas agir comme eux. Puis là, à ce moment-là, Shigar Konshi est envoyé sur Tython pour poursuivre son entraînement. Là, on voit ici ça qui est le fun. Je vous parlais tantôt que ce livre-là servait à faire un lien un peu avec les classes de personnages pour le jeu The Old Republic, massivement multijoueur. Quand tu joues le rôle d'un Padawan, tu commences sur Tython, t'es au temple Jedi sur Tython pour poursuivre ton entraînement, puis c'est exactement là, lui, qui s'en va poursuivre son entraînement sur Tython. De son côté, Elden Axe explique à Darth Hall, qui était comme le supérieur de Dark Kratis, comment elle a réussi à vaincre Dark Kratis. Puis Dark Hall, là, décide de la prendre comme apprenti. Puis ça, encore là, dans le jeu The Old Republic, ça se passe tout le temps. Là. Quand tu fais le jeu, tu es tout le temps en train en tant que Sith. Là. Quand tu avances les échelons, évidemment, souvent, c'est que tu vas éliminer ton supérieur, tu vas avoir le nouveau supérieur, puis tu montes les échelons comme ça. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé à ce moment-là. Fait que ça aussi, c'est quand même intéressant. Jet Nebula, par la suite, va retrouver Daos Traver sur Tatooine. Puis là, une petite révélation. Là, c'est moi qui dis que c'est une révélation. Je sais pas si c'était ça. Ça m'a peut-être échappé dans ma lecture. Mais à la fin, on apprend que Daos Traver, finalement, c'est une femme. C'était une Mandalorienne et non un Mandalorien. Puis là, c'est là qu'on apprend qu'elle avoue avoir tout orchestré pour attirer la République et l'Empire. Elle voulait comme les tester pour voir un peu son allégeance devrait aller vers qui. Parce qu'on le sait, dans le passé, les Mandaloriens ont beaucoup été avec l'Empire. Puis, mais tu sais, ils se promènent, eux. Des fois, ils sont plus côté Empire, plus côté République. Ils sont comme dans le milieu. Puis c'est un peu ça aussi qui se passe dans le jeu The Old Republic. C'est un personnage un peu qui se promène entre les deux. Puis là, elle va comme réclamer le droïde de Jet Nebula pour avoir les informations qu'il y a dans sa mémoire. Mais finalement, le droïde, on apprend qu'il y a comme un problème. C'est que sa mémoire se vide souvent, puis que là, il n'y a plus cette information-là dans sa tête. Fait qu'elle peut pas... ça donnera rien, puis ça le prend. Puis là, en même temps, Daos Traver va révéler qu'elle connaît la véritable identité de Jet Nebula. Puis là, à ce moment-là, le contrebandier, il va comme créer un piège. Finalement, il avait tendu un piège parce que c'était Jet Nebula qui avait demandé à Daos Traver de le rencontrer. Puis il avait créé comme un peu un piège dans la cantina qui sont allés. Puis là, au moment où Dao essaie de donner plus d'informations, tu dis qu'elle sait t'es qui, elle dit je te connais, je sais ta véritable identité, tout ça, là, lui, il va la faire tomber dans son piège, puis il va disparaître puis s'en aller avec son droïde. Puis ça termine comme ça. Fait que, une fin super ouverte pour la suite, qui est logique, là, parce qu'on le sait, c'était le premier roman pour emmener au jeu. Donc, j'ai trouvé que l'histoire de ce roman-là, je vous disais que j'avais aucun souvenir, c'est vrai, je me rappelais d'absolument rien. Puis que là, après l'avoir lu, je trouvais que c'était quand même intéressant. Une petite histoire, là, on s'entend, là, grosse menace, ils ont besoin de se lier, c'est correct. Puis de la façon que c'est décrit dans le roman, la menace, si vraiment ça venait à sortir de cette planète-là, la galaxie allait être dans le trouble. Là, parce que c'est des droïdes vraiment puissants avec une technologie vraiment intense. Donc, la menace était réelle. Puis probablement catastrophique si ça avait lieu. Fait qu'au moins, la tension était là. Puis, ça prenait une raison pour que ce concept-là fonctionne, que la République et l'Empire s'allient pendant un laps de temps. Fait que ça, c'était quand même bien. Puis évidemment, le but premier du livre, si je l'ai bien compris, qui était de présenter les différentes classes qui se jouaient dans le jeu-là à cette époque-là, ça fonctionne. Fait que je pense que c'est un bon roman. L'histoire correcte. Est-ce que c'est le meilleur roman? Un des meilleurs, je pense pas, là. Mais ça reste quand même une lecture intéressante. Puis il y a de l'action, on voit beaucoup de personnages. Fait que j'ai quand même bien apprécié cette lecture-là, puis je vous la conseille, évidemment. On est déjà rendu à parler de notre prochain épisode de l'Univers Légende. Puis cette fois-ci, on va y aller avec une petite nouvelle. C'est plutôt deux nouvelles. C'est une nouvelle en deux parties, si on veut. Le titre, c'est La 6e ligne. Puis ces deux nouvelles-là avaient été publiées sur le site officiel du jeu vidéo, justement, Star Wars The Old Republic, parce que là,
vous le comprenez, ça fait assez de fois que je le dis. On est présentement dans cette période-là. Là. C'est tout ce qui touche ce jeu-là. Puis là, on commence une série de multiples nouvelles. Puis ces petites nouvelles-là, finalement, c'était dans le but de préparer les joueurs à l'arrivée d'une nouvelle faction dans l'Ordre Jedi qui se nomme la 6e ligne. Puis c'était dans une mise à jour qui était comme sortie à cette époque-là. Donc, ça va être notre lecture, la 6e ligne. Avant que je vous quitte, rapidement, si vous voulez communiquer avec moi, je vous invite à me laisser un message audio sur la plateforme SpeakPipe. Le lien est en commentaire de l'épisode. Dans le descriptif plutôt de l'épisode. Sinon, j'ai un courriel, masemainestars@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir mes vidéos sur YouTube et les épisodes se retrouvent là aussi. Instagram, Threads, Blue Sky, c'est des plateformes sur lesquelles je publie quand j'ai un nouvel épisode. Donc, je vous invite à aller vous abonner. Puis, évidemment, le podcast est disponible sur pas mal toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Puis, avant de vous quitter, une dernière petite, un souhait ou une invitation où je vous demande si vous avez aimé l'épisode. La seule chose que j'aimerais que vous fassiez, si vous êtes prêt à faire ça, ça serait d'aller mettre un like ou un j'aime sur une de vos plateformes où ce que vous écoutez l'épisode. Ça serait vraiment apprécié puis ça m'aiderait à partager encore un peu plus ce projet-là de podcast. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. C'était encore un très bon épisode. Moi, je vous dis à très bientôt. Puis surtout, n'oubliez pas, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Salut!